Donc un topo sur la mort inattendue du nourrisson, qui est un sujet pas toujours évident à aborder. Donc je vais commencer par quelques éléments de définition, étiologie, des petits points sur l'histoire et l'épidémiologie, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les différents organismes qui sont impliqués dans la prévention et dans la surveillance épidémiologique. Je vous parlerai un petit peu des résultats de l'étude de ma thèse qui portait l'évaluation des connaissances des parents sur le sujet dans le Jura, qui amène plusieurs points de discussion et la conclusion. Donc la mort inattendue du nourrisson, c'est quoi? C'est le décès brutal d'un enfant, d'un nourrisson, alors que rien dans ses antécédents ne pouvait le laisser prévoir. Il allait bien la veille, le lendemain, il est décédé. Il y a plusieurs causes à ça. Donc les causes médicales, donc ça va être la survenue d'une infection, des origines génétiques, des malformations cardiaques, tout un tas de problématiques médicales. Il y a les causes accidentelles et les causes traumatiques, sans oublier effectivement tout ce qui est sévices, hein. Les homicides sont vraiment sous-estimés. Euh, Et lorsque on ne trouve aucune étiologie après une enquête exhaustive, alors une enquête pas policière, hein, une enquête médicale, c'est-à-dire qu'on retrace toute l'histoire de l'enfant, ses antécédents, les circonstances de découverte du nourrisson, où est-ce qu'il a été découvert, dans quelle position, qu'est-ce qu'il y avait autour, dans le lit, etc. Des prélèvements biologiques, une autopsie, des imageries. Et une fois qu'on a fait tout ça et qu'on trouve rien, on parle de mort subite du nourrisson. Donc la physiopathologie de la mort subite du nourrisson, elle est encore assez mal connue. Euh, alors on parle de dysfonctionnements neuronaux du système cardio-respiratoire et on essaie de l'expliquer aussi par le chevauchement de trois types de facteurs. Donc des facteurs intrinsèques au nourrisson, le fait qu'il soit prématuré, le fait qu'il ait été exposé au tabac pendant la grossesse, le fait qu'il soit de sexe masculin, par exemple. Également une période de développement critique qui se trouve autour des 2-4 mois, et aussi donc des facteurs environnementaux, donc le tabagisme passif, la survenue d'une infection et le mode de couchage, et notamment le couchage ventral, qui est une notion importante. Euh, En fait, pour le comprendre, il faut revenir au début des années 70 où la mode du couchage ventral, elle arrive des États-Unis, elle se généralise en Europe, en France. Et dans les années qui suivent, entre les années 75-80, on voit une explosion de l'incidence de la mort subite du nourrisson, une augmentation de 263%. Il faudra attendre le milieu des années 80, la fin des années 80, pour avoir la confirmation de l'effet néfaste du couchage ventral. Et il faudra attendre 1994 pour le lancement de la première campagne française de prévention, donc bébé dort sur le dos. Et on voit bien, hein, grâce à ce graphique, que dans les années qui suivent la mise en place de la prévention, on a vraiment une diminution spectaculaire du nombre de morts subites du nourrisson. On revient au taux antérieur aux années 70. Alors en France, aujourd'hui, c'est la première cause de décès des nourrissons âgés de 28 jours à 1 an. Et on estime que chaque année, environ 100-150 décès pourraient être évités par les mesures de prévention. Donc en France, il n'y a pas de recommandation française de couchage. C'est l'Académie pédiatrique américaine et les Britanniques qui ont publié ces recos sur lesquels on se base en Europe, et de façon générale. Et donc ces recos. Donc faire dormir bébé sur le dos. Le décubitus ventral, c'est vraiment associé à un risque d'hypercapnie-hypoxie, donc c'est-à-dire un enfant qui ne ventile pas bien, qui a moins d'oxygène dans le sang, diminution de l'oxygénation cérébrale, et donc aussi risque d'augmentation des hyperthermies et altération du contrôle autonome de tout ce qui est système cardiovasculaire, respiratoire du nourrisson, donc bébé sur le dos, ce qui permet aussi d'avoir une bonne
enfin, les voies aériennes sont parfaitement libérées pour respirer. Une surface de couchage ferme, plate, non inclinée. Il y a une étude qui rapporte que 12,9% des décès durant le couchage surviennent sur un canapé ou un meuble similaire. Et il est quand même pas rare de voir des nourrissons qui sont couchés dans des sièges auto, des poussettes, des transats, des porte-bébés écharpes de façon parfois un peu aléatoire. J'avais emmené un petit tube qui est assez parlant, des petits tubes, des petites tubures en plastique qu'on utilise en urgence pour sonder les patients. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un diamètre tout petit, hein. Vous le pliez en deux, c'est le même diamètre que la trachée d'un nourrisson. Vous le pliez en deux, vous mettez un bébé dans un transat, ça passe vraiment moins bien. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment de le mettre à plat, surface ferme. Pas dans un édredon qui est tout mou, là, où l'air ne circule pas. Hop. Ah oui, et puis alors le non incliné. On voit souvent des consignes de ah, bah, bébé, il a un reflux, il faut lui mettre une surface inclinée. Alors dans les faits, c'était pas juste incliné avec un petit bout de coussin, hein. Normalement c'est 30%, donc les gamins ils sont censés être harnachés pour pas glisser. C'est des dispositifs médicaux bien spécifiques et de toute façon on n'a pas vraiment trouvé que c'était utile sur le reflux. Donc voilà, bébé à plat. Partager la chambre avec bébé, idéalement les 6 premiers mois de vie. Voilà. On évite tout ce qui est objet de litrimol dans le lit. Les doudous, les super jolis doudous en carré qu'on met sur le visage de bébé pour qu'il dorme bien. Non. Les tours de lit, les milliers de couvertures, de nains, de tout ce que vous voulez. Il faut que l'air circule. Et franchement, en nourrisson de 2 mois, je pense qu'ils s'en foutent d'avoir un truc sur la tronche euh, pour dormir. Et donc, l'utilisation de ces accessoires s'associe à un risque multiplié par 5 de mort inattendue de nourrisson, indépendamment de la position de couchage. Le risque, il est multiplié par 21 si la position de couchage, elle est ventrale. Proposer l'utilisation d'une tétine à l'heure de la sieste et au coucher. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais a priori, ça a un effet protecteur de mort inattendue de nourrisson. Il y a plusieurs études, il y a une méta-analyse, donc une grosse analyse qui a repris plein d'autres analyses, qui conclut qu'il y a une diminution de la mort subite de nourrisson quand on utilise une tétine. Alors, il n'y a pas de. Alors, j'ai toujours les objections de oui, mais l'allaitement maternel. On n'a pas vraiment de preuve que l'utilisation de la sucette entrave l'allaitement maternel, mais toujours préférable que l'allaitement soit bien mis en place pour dire aux parents, mettez la tétine dans le bec. On ne met pas une tétine pour faire taire bébé, on met une tétine une fois que l'allaitement, il a bien mangé, on est sûr qu'il a mangé, qu'il n'est plus le sein parce qu'il pleure, point, ou que ça l'apaise. Mais c'est pas pour effectivement remplacer le sein. Donc, on peut proposer ça. Les mécanismes d'action, on n'arrive pas trop à les identifier. Il y a plusieurs hypothèses. C'est que ça protège les voies aériennes. Le phénomène de succion pourrait aussi diminuer les reflux. Et puis, il y aurait un seuil d'éveil un peu abaissé, donc une régulation du système autonome de respiration qui pourrait expliquer ce facteur protecteur de tétine. Le tabac. Donc, éviter l'exposition au tabac et à la nicotine, hein, pas que le tabac, la nicotine aussi. Donc, les patchs de nicotine, même tarif, pendant la grossesse et après la naissance. Alors, évidemment, c'est mieux de ne pas fumer et d'avoir des patchs. La nicotine a aussi un effet par mécanisme de récepteurs nicotiniques qui sont impliqués dans le système d'éveil de l'enfant, qui sont saturés par la nicotine et donc fonctionnent moins bien chez le nourrisson. On a vraiment une augmentation du nombre de morts subites du nourrisson par l'exposition au tabac. Il y avait une étude américaine qui a été menée sur près de 20 000 nourrissons décédés de mort inattendue. Et la moitié avait été exposée au tabac in utero et aussi après la grossesse, après l'accouchement. Donc un tiers
un tiers des morts inattendues de nourrissons pourraient être évitées si on supprimait le tabac. On évite la consommation d'alcool et de drogues illicites pendant la grossesse et après la naissance. On évite de surchauffer la chambre de bébé. L'hyperthermie, c'est à risque. Donc, dans l'idéal, 18-20 degrés, quand il fait 40 dehors et qu'on n'a pas de clim, ben, on déshabille le bébé. Les vaccinations à jour. Donc, le retard vaccinal est vraiment associé à une augmentation du risque de mort inattendue de nourrissons, et notamment pour les vaccins Prevnar, Exion. On retrouve encore, lors des autopsies, encore beaucoup de nourrissons qui ont une couverture vaccinale qui n'est pas optimale. Notamment, c'est tout simplement expliqué par la survenue des infections qui participent à ces décès. Et il n'y a aucune étude qui montre que la vaccination est à risque de mort inattendue de nourrissons en dehors d'une petite population de nourrissons, donc les grands prémas, les très grands prémas et les nourrissons qui sont nés à moins de 1,5 kg, 1,5 kg, où eux, ils doivent avoir leurs premières injections de vaccins scopés. Souvent, ils sont en néonate pour leur première vaccination. Donc ça, c'est la seule population où on a des risques augmentés de mort inattendue de nourrissons. Ce n'est pas le cas pour les autres. On encourage évidemment l'allaitement pour ne serait-ce que l'effet protecteur infectieux. Et on n'encourage pas l'utilisation des moniteurs cardio-respiratoires à domicile. Il n'y a aucune étude qui montre que ça marche. À part stresser les parents parce que ça sonne plein tube la nuit, parce que le bébé il a glissé, il est plus sur la plaque. On n'a pas encore d'études qui prouvent que ça permet de diminuer ce risque-là. Donc en France, il y a plusieurs organismes qui sont impliqués dans la surveillance et dans la prévention de la mort inattendue de nourrissons. Les premiers, c'est les centres de référence. Il y en a une quarantaine en France et dans les Drômes, me semble-t-il. Là, vous avez, en gros, c'est sur les 10 dernières années, le nombre de morts inattendues de nourrissons qui sont enregistrées dans chaque centre. Donc, à Besançon, 24, Dijon, 56. En Ile-de-France, on voit que près de 400. Alors, ça s'explique surtout pas parce qu'à Besançon, on est trop fort, hein, mais parce que, en fait, on est juste une population moins. C'est à peu près pareil partout. Donc ces centres, ils sont censés accueillir tous les nourrissons qui décèdent de façon inattendue. Alors, c'est encore un peu compliqué parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants soient transportés, ou il y a des loupés parce que les nourrissons décèdent dans un centre hospitalier, ils ne sont pas forcément transférés. L'idée de ces centres, c'est vraiment de récupérer tous ces nourrissons pour pouvoir en référer et faire toutes les recherches possibles pour établir le diagnostic notamment, prendre en charge les parents, faire le suivi psychologique derrière. Il y a l'OMINE, donc l'Observatoire national des morts inattendues de nourrissons. Ça a été créé en 2015. Ça couvre l'intégralité du territoire français, dans les Drômes aussi, pas dans les COM. L'objectif, c'est d'obtenir toutes les données épidémiaux possibles, le plus précises possible, concernant chaque mine en France. Pour l'instant, ils en ont inclus près de 2000, je crois, donc il en manque évidemment. Identifier tous les nouveaux facteurs de risque et développer la recherche, etc. Ils ont sorti leur premier rapport au mois de septembre, là, sur les 10 dernières années, qui est vraiment intéressant, qui retrace toutes les causes découvertes, ils vont chercher aussi les couchages des enfants, qu'est-ce qu'il y avait dans les lits, etc. Donc, si je me rappelle bien, il y avait la moitié des nourrissons inclus, donc décédés qui avaient été exposés au tabac. Il y en a plus de la moitié, je crois, qui avaient une surface de couchage pas adaptée. Donc, et là, ils sont en train de lancer une recherche qui s'appelle BioMinRisk pour essayer de travailler à l'identification de nouveaux marqueurs biologiques de la mort inattendue du nourrisson, notamment génétiques, neurobiologiques, radio-anatomiques. Là, pour l'instant, ils ont 250, des échantillons de 250 nourrissons qui ont commencé à comparer.
Et, et donc l'association Naître et Vivre, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une application qui est une association qui est très impliquée, qui permet l'accompagnement des parents endeuillés, donc c'est pas forcément de la mort inattendue du nourrisson, hein, qui a une écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, téléphonique, par mail. Ils proposent des formations qui sont super intéressantes aussi. Il y a souvent des parents touchés par ce drame qui sont présents, qui permettent de partager, ça permet vraiment de partager différents points de vue, différents types de professionnels aussi. Ils ont un site internet qui est complet, intéressant. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Et vous pouvez, pour tous les professionnels de santé, commander des affiches. Il y en a quelques-unes qui sont dans vos petits classeurs qu'on vous a donnés et qui sont plutôt bien faites. Donc, je vais vous parler rapidement de l'étude que j'ai fait de mai 2023 à mai 2024 pour évaluer les connaissances des parents jurassiens qui avaient des enfants de moins de 2 ans concernant leurs connaissances sur la prévention de l'anémie. Donc, c'est une étude qui a été menée dans le Jura, dans différentes structures, des structures qui permettaient les suivis de nourrissons dans des centres de PMI, dans des cabinets médicaux, accueillant des médecins, des pédiatres, et également dans les différents hôpitaux, donc par exemple les Saint-Claude, Dole, Lons. C'était un questionnaire en ligne qui était accessible dans les salles d'attente avec un QR code. Donc il y a 132 parents qui ont été inclus, 16, ont été exclus parce qu'ils n'avaient pas d'enfants de moins de 2 ans. On voit bien que les mamans répondent, 81,8%, très peu de papas, 8,2%. Donc quand on leur pose la question de savoir quel intervenant pose des questions, enfin, les informe au sujet de la mort inattendue du nourrisson, c'est pas une personne, ce sont les médias, évoqués par 63% des parents. Vous met ensuite les sages-femmes, je ne sais pas si on a dans la pièce, évoquées par la moitié des parents, donc c'est quand même une actrice importante. Et dans une moindre mesure, bah, du coup, les puéricultrices, les médecins et les pédiatres. Quand on leur demandait lors de quelles occasions c'était pendant plutôt, pour la moitié des parents, pendant le suivi de grossesse et le séjour en maternité. Beaucoup moins ensuite pendant les consultations de suivi et les consultations en PMI. Ça, c'est pas lié au fait que les PMI font pas de prévention, c'est parce qu'il y avait probablement pas beaucoup de parents qui ont répondu qu'ils étaient suivis en PMI. La moitié des parents connaissent pas l'existence du chapitre dédié dans le carnet de santé et 72% des parents posent pas de questions à ce sujet. Alors ça a regroupé un petit peu les questions concernant les mesures de prévention. Donc sur la partie de gauche, là, il y avait tous les items qui correspondaient à des facteurs de risque. On voit bien que pour dormir sur le côté, dormir dans un transat ou cocon et utiliser le réducteur de lit, les parents n'identifient pas du tout ces pratiques comme étant un risque. Plus de 50% des parents, un peu plus, n'identifient pas comme étant un risque. Concernant le fait de dormir dans le même lit que papa-maman, le tabac, après, pendant la grossesse, il y a près de 20% des parents qui n'identifient pas ces pratiques comme étant un risque. En revanche, on voit bien que dormir sur le ventre et dormir avec une couverture, c'est bien identifié. Sur la partie droite, c'était les items qui n'étaient pas des facteurs de risque. Il y a près de 20% des parents qui pensaient que la vaccination, ou ne savaient pas si la vaccination était un facteur de risque. Pareil pour la chambre à moins de 20 degrés, et puis le fait de dormir avec une tétine. On avait comparé les réponses entre les pères et les mères. Il y avait vraiment des différences significatives. Les papas connaissent moins l'existence de la mort inattendue du nourrisson. Ils répondent moins bien de façon significative que les mamans sur certains items, comme dormir sur le côté, le réducteur de lit, la tétine et les peluches jouées dans le lit. Et ils connaissent moins aussi l'existence du chapitre dans le carnet de santé. Du coup, avec ces résultats, on a eu plusieurs points qui se sont soulevés, notamment le lieu de couchage. Donc le couchage ventral, c'est une notion globalement bien intégrée comme étant à risque. En revanche, il y a près de 20% des parents qui n'identifient pas le partage de lit comme étant un risque. Et au-delà de ces résultats, quand on regarde les études qui évaluent les pratiques des parents, il y a jusqu'à 50% des parents qui renseignent avoir dormi avec leur nourrisson les 6 premiers mois de vie.
ça reste quand même une problématique dans laquelle accentuer la prévention. Alors, le matériel de puériculture. Euh, Ça, c'est vraiment une problématique qui est soulevée, qui est accentuée par plusieurs biais. Le premier, c'est les réseaux sociaux. On voit toujours de nouvelles choses incroyables pour coucher bébé, qui sont vraiment pas du tout en accord avec les recommandations. J'en ai encore une vue hier, c'est une espèce de grosse peluche avec des grands bras, qu'on voit partout sur Instagram et TikTok, là, et qui tape bébé sur les fesses à la place de papa-maman, et couché sur le côté, enfin, truc de fou. Donc les réseaux sociaux font quand même pas mal le job. Les packaging, c'est vrai que les paquets de couches, il y a une étude qui a été faite l'année dernière qui a étudié des centaines d'emballages de couches en Europe. 80% des emballages qui représentaient un bébé en train de dormir n'étaient pas en accord avec les recos. Donc maintenant, je pense qu'on voit plus trop de bébés endormis sur le ventre sur les emballages. Mais voilà. Et puis pareil, donc il y a quand même un gros lobby autour de ce matériel de puériculture. Hein. Ils continuent, hein, les magasins continuent à vendre ce matériel. Les Cocoon Baby, les tours de lit, c'est super mignon, c'est trop stylé dans le lit. C'est pas du tout en accord avec les recos. Euh, et du coup, ça encourage les parents à acheter, ça légitime l'utilisation. C'est un petit peu difficile d'aller à l'encontre après. Donc là, voilà, alors souvent, alors des fois, il y a sur les petits, quand on achète certains matériels, c'est marqué risque d'étouffement. Bon, voilà, je pense qu'ils se protègent un peu comme ça. Donc, parce qu'il faut vraiment insister auprès des parents avant qu'ils les aient achetés, parce qu'une fois qu'ils les ont achetés, il faut les utiliser. Hein. Donc et ça commence même dès le plus jeune âge. Hein, si vous avez des enfants qui jouent au poupon, achetez-lui une turbulette par exemple, et pas une couverture. Quoi. Et pour vous, bah, pareil pour le portage. Pour vous donner une idée concrète hein, de décès évitables, en une dizaine d'années, il y a une vingtaine de bébés qui sont décédés dans un système de portage pas adapté. Donc c'est quand même vraiment un drame, quoi. Donc le portage, c'est super, mais il faut vraiment encourager les parents à aller avec les cours de nos auxiliaires qui font très bien le job, plutôt que de foutre bébé n'importe comment dans une écharpe et de le retrouver asphyxié une heure après, quoi. Et il faut encourager les papas aussi à y aller. Le tabac. Il y a encore quand même 20% des parents qui n'identifient pas, alors mon étude, je pense qu'elle surestime les connaissances, hein, qui n'identifient pas ces pratiques comme étant un risque. On sait que c'est un facteur de risque majeur déjà de prématurité, de retard de croissance, qui sont eux-mêmes des facteurs de risque de mort inattendue du nourrisson. Mon étude était pas trop mal par rapport à d'autres où il y a jusqu'à 40% des parents qui n'identifient pas ce risque pendant et après la grossesse. Et pour autant, il y a plusieurs études qui montrent que la présence de tabac multiplie par deux le risque et que le risque il augmente avec le nombre de cigarettes fumées par jour. Donc cette problématique a été bien soulevée par le rapport de l'ONU dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc tabac, c'est pas forcément en préconceptionnel hein, qu'il faut en parler, c'est déjà, je pense, à l'école. Enfin, c'est pas bien, ça donne le cancer du poumon, mais bon, ça peut aussi, ça fait prendre des risques à votre bébé. Faut en parler tout le temps et le plus tôt possible. La vaccination, j'en ai parlé tout à l'heure hein, déjà. Ça soulevait des doutes dans l'étude. On retrouve des résultats encore plus tranchés dans la littérature, dans d'autres études. Euh, cette problématique, elle est sûrement entretenue par le climat de scepticisme ambiant autour de la vaccination. Donc, continuer à rassurer les parents, à leur dire qu'on n'injecte pas des produits mortels à leurs nourrissons et que c'est vraiment pour les protéger. Après, ceux qui ne veulent pas. Une question a été soulevée, c'était la place des intervenants. On voit bien que les médias sont en première ligne et les médecins et les autres professionnels de santé, en dehors des sages-femmes qui sont quand même bien représentés, les autres professionnels sont assez peu évoqués par les parents. Bon, la première raison, c'est probablement que c'est un sujet un petit peu difficile à aborder, parfois même tabou. Dire aux parents, oh, on vous parle de la mort inattendue du nourrisson,
à des parents qui vont avoir un enfant à naître ou à la mat quand le bébé vient de naître, c'est toujours un petit peu délicat. Après, on n'est pas obligé de dramatiser non plus, hein. Le fait qu'ils pensent qu'on ne fait pas de prévention, je pense que c'est plutôt lié à notre façon de faire de la prévention. Il y a une étude qui a été faite à Besançon qui étaye cette hypothèse, c'est qu'on fait de la prévention, mais les parents ne l'identifient pas comme telle. C'est-à-dire que on ne dit pas le terme mort inattendue du nourrisson ou mort subite du nourrisson, par contre on donne les consignes. Faites bien dormir bébé sur le dos, pas de couverture, dans une turbulette, etc. Mais on n'explique pas aux parents pourquoi. Et je pense que s'ils comprennent pas pourquoi on leur dit ça, eh ben, ils ne le feront pas forcément à la maison. Donc, bien donner ce terme-là, sans dramatiser, hein, c'est pas si vous dormez avec votre enfant, il va mourir. Mais c'est au moins qu'ils soient au courant des recos, que si ils dorment avec bébé ou qu'ils font dormir bébé sur le ventre, qu'ils soient au courant. Parce qu'au-delà du fait de ne pas bien faire, il faudrait déjà qu'ils sachent les consignes. Et puis oui, c'est un sujet qui est un peu tabou. J'en ai été témoin pendant la réalisation de la thèse. Même les professionnels de santé sont pas toujours très à l'aise avec le sujet. Mais c'est pas en ignorant que les bébés vont arrêter de mourir, en tout cas. Il y a des profils de parents qui ressortent aussi dans l'étude, mais aussi dans la littérature. Donc les papas répondent moins bien, ils répondent moins. Alors probablement parce qu'ils sont moins impliqués dans la prise en charge en santé de leur enfant. Euh, Ça change, c'est de plus en plus. Mais tous les sondages qu'on trouve sur le net, c'est quand même les mamans qui sont le plus en avant sur le sujet. Ne pas hésiter à les impliquer. Il y a un moment où on les voit souvent, c'est les sages-femmes, donc il n'y en a pas trop là, mais c'est vrai que quand avoir papa et maman en consulte, c'est compliqué. Le seul moment où ils sont souvent là ensemble, c'est pendant le suivi de grossesse aux échos. Si on arrive à faire un petit point de prévention ou à la mat pour les filles qui travaillent à la mat et les garçons. Il y a aussi un lien qui est prouvé hein, entre le niveau socio-économique précaire et une augmentation du risque de mort inattendue du nourrisson. Et là, je pense particulièrement au PMI qui travaille quand même avec ces populations. Et c'est vraiment là, dans ces populations-là qu'on trouve le plus de mort inattendue du nourrisson. Donc un travail de prévention à accentuer aussi à ce sujet. Et donc un point sur les sévices. Alors à l'heure actuelle, on a des données, les données dont on dispose sont vraiment insuffisantes, surtout en ce qui concerne les décès des nourrissons à la suite des actes de maltraitance. Elles sont vraiment sous-estimées. Selon l'étude du docteur Turs, qui était directrice de l'INSERM, on estimait entre 1996 et 2000, on estimait qu'il y avait 250 nourrissons décédés d'homicide contre seulement 17 qui ont été ben, signalés officiellement. Et donc, il y a le syndrome du bébé secoué qui est vraiment important à aborder, je pense, avec les parents, parce que on secoue bébé parce que papa et maman sont exaspérés, parce que bébé pleure, parce que papa et maman n'en peuvent plus. On a vu une augmentation du syndrome du bébé secoué après la pandémie de Covid. Euh, et les principaux auteurs, malheureusement, sont au sein du couple. Les pères bien plus souvent que les mères et aussi les assistantes maternelles. Hein. Il y a 10% de ces nourrissons qui décèdent et il y en a 75% qui garderont des séquelles. Et je pense que effectivement rassurer les parents pendant les consultes en leur disant que bébé va pleurer, probablement, hein, c'est sûr qu'il y a toujours celle qui viendra en disant ouais mon bébé a fait il est sorti de la natte. C'est pas la majorité du tout. Et bien dire que s'ils n'en peuvent plus, c'est pas grave. Qu'ils peuvent poser bébé dans le lit pendant 20 minutes. Personne n'est jamais mort de pleurer 20 minutes. Qu'il faut sortir prendre l'air, qu'il faut appeler au secours. S'il n'y a pas de père, s'il n'y a pas de mère, s'il n'y a pas de famille, eh ben, il ne faut pas hésiter à appeler le médecin, il ne faut pas hésiter à appeler le 15. On a déjà eu des cas à l'hôpital, dans le service de pédiatrie, où on a récupéré à plusieurs reprises des mamans ou des papas qui n'en pouvaient plus, qui donnaient bébé
en disant je vais faire de la merde là, aidez-moi. Et en fait, au bout de 48 heures à les accompagner, à dire allez dormir un coup chez vous, ben, les mamans, les papas revenaient transformés et ça allait vachement mieux. C'est pas, euh, c'est pas des profils bien particuliers, hein, c'est n'importe qui, hein. Donc bien redire de façon systématique, même s'ils sont tellement souriants à la visite du 15e jour, du premier mois, que tout va bien, c'est parfait, bien leur redire que on est là s'il y a besoin et que c'est pas grave, c'est pas anormal de plus en pouvoir quand bébé pleure, quoi. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est pas évident. C'est un vrai trauma quand ça arrive dans les familles. Alors sinon, ça arrive aux autres, jamais à soi. Mais en fait, si. C'est un vrai drame, mais pas que pour les parents, pour la famille, pour l'entourage, pour les professionnels qui ont pris en charge le nourrisson. Ça demande des prises en charge bien spécifiques. Et même si on voit bien que certaines mesures de prévention semblent bien intégrées, il y a encore du travail à faire auprès des parents, auprès des professionnels de santé, de toutes les personnes qui sont en contact avec les nourrissons. Et que même si on aimerait bien une nouvelle campagne de prévention nationale ou l'arrêt du matériel de puériculture, ça va être compliqué à mettre en place. Donc continuer à faire de la prévention à petite échelle par des petites soirées comme ce soir, par vos paroles à vous pendant les consultes ou en discutant avec vos amis, avec des jeunes parents, avec n'importe qui. Juste parler du sujet, c'est déjà de la prévention et si ça peut éviter le décès d'un nourrisson, c'est déjà vraiment génial. Et ce qui semble aussi important, euh, c'est d'évaluer avec les parents les freins à la mise en application de ces mesures de prévention. C'est-à-dire que si vous avez des parents qui vous disent oui, oui, je sais que je ne dois pas le coucher sur le ventre, mais je ne peux pas faire autrement parce qu'il ne dort pas autrement, et ben déjà, juste lui dire qu'il y a un risque. Déjà, le fait qu'elle le sache, c'est bien. Essayer de voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Essayer C'est pareil, hein, il faut que ce soit culturellement adapté aussi, parce que il y a des cultures où dormir avec son nourrisson, c'est comme ça se fait, c'est ancré et c'est pas possible de faire autrement. C'est pareil, hein, le niveau de précarité, hein, si ils sont six à dormir dans la même chambre, vous n'allez pas dire, et votre lit à barreaux, là, il est où? Non, bébé, il va dormir dans le lit avec le sein de sa mère. Il existe des solutions. Il y a des petites baby box qui existent aussi. C'est la taille d'un petit tiroir, mais ça met bébé en sécurité. C'est le même principe qu'un cododo, mais une version abordable. Euh, Pas juger, enfin, je veux dire, lui dire non, mais vous rigolez, vous faites ça, mais il va mourir votre enfant. Non, c'est vraiment essayer de chercher pourquoi, essayer de mettre des solutions en place et juste d'informer. En fait, là, on a encore du travail, les parents ne sont pas au courant. Une fois qu'ils sont au courant, ma foi, ils font comme ils peuvent et comme ils veulent à la maison. Faire dormir bébé dans le lit de papa-maman, il y a des seuils, hein. Dire le faire dormir sous la couette, entre papa-maman, au milieu du coussin d'allaitement, c'est véridique, hein. Euh, sera toujours pire que de virer papa ou maman du lit, de mettre bébé dans le coin, sans couverture, dans sa turbulette, mais dans le même lit. Voilà, il faut essayer de voir ce qu'on peut mettre en place. Donc évaluer voilà, avec les parents ce qui peut être discuté, tout simplement. Il y a une vidéo qui est vraiment sympa d'une web série pédiatrique qui s'appelle Tamalou, qui reprend un peu toutes les recos de façon un peu ludique et pas du tout drama. Et sympa à partager. Je pense pas qu'elle va marcher. Bon, évidemment. Ben voilà, vous tapez Tamalou, mort inattendu nourrisson, c'est vraiment une vidéo qui est sympa. L'association Naître et Vivre travaille pas mal à sa diffusion. Voilà, c'est terminé. Merci. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me poser, me dire. Une question par rapport à une question par rapport à l'emmaillotage. Ouais. Est-ce que tu as donné dessus? En tout cas, on l'encourage pas du tout. On l'encourage pas parce que déjà, ça doit être bien fait. Ah, pardon.
Merci. On n'encourage pas l'emmaillotage. On n'a pas, à part éventuellement peut-être rassurer bébé, c'est souvent pour ça que c'est fait. C'est vraiment pas encouragé de le faire parce que souvent c'est pas bien fait déjà. Donc le bébé risque de, ben, si c'est trop serré, c'est une cata. Si c'est pas assez, il risque de glisser dans les couvertures. Donc c'est pas du tout recommandé. Et dans les recos, je crois, de grade B ou C, il est noté ne pas encourager l'emmaillotage. Alors, en tant que monitrice de portage, Juste, je vais être un peu embêtante, mais voilà. Donc, on a mis en place des ateliers portage aussi à l'hôpital Ouais. pour pouvoir donner les bonnes pratiques aux parents, parce qu'effectivement, ce qui est vu sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours les choses à faire. Non. Et même dans les modes d'emploi des moyens de portage. Mhm. Effectivement, il y a aussi encore des têtes qui sont couvertes par le tissu et puis des bébés face au monde. Voilà, donc je voulais dire qu'il y avait, il y a du boulot. Et puis donc ça, les cours sont donnés à À l'hôpital de l'hôpital, Lons, voilà. mais il doit y avoir peut-être aussi, parce que bon, il y en a qui habitent au Rouge, Saint-Maurice, c'est difficile de descendre pour ça. Est-ce que Alors, Blandine au Blandine, C3P hein, fait du portage aussi, donc à Saint-Claude, voilà, à Saint-Claude. Et puis, à il y a Dole, ça doit se faire voilà, il y a aussi. des monitrices à l'extérieur aussi de l'hôpital, hein. Souvent, j'encourage les parents à prendre un atelier portage quand ils ne peuvent pas revenir à l'hôpital. Mm. Mais voilà, c'est intéressant aussi d'avoir les bonnes pratiques et les règles de sécurité. Ouais, et puis c'est bien à la mode, donc Voilà. bien d'encourager les parents et puis parler du portage. Voilà. Merci, Merci. Charlotte. Moi aussi, j'ai une petite question, Éléonore. Tu parlais oui, de la chaleur, etc. Euh, Est-ce qu'il y a plus de décès l'été? Est-ce qu'il y a plus de décès dans les pays chauds, dans le sud de la France ou dans les Drom, pour le coup? Alors, j'ai pas trop d'infos à ce sujet. On sait juste que un nourrisson ne régule pas bien sa température les premiers mois de vie. Notamment jusqu'à au moins ses 5 kilos, 5-6 kilos. Donc, et ça, c'est tous les nourrissons. Mais évidemment, les nourrissons qui vivent, je sais pas, en Polynésie, en Afrique du Nord, n'ont pas le même système de régulation. Mais c'est comme nous, hein. C'est-à-dire, il y en a qui sont en pull à 30 degrés. Nous, on est là, voilà. Mais le système de régulation n'est pas mature. C'est juste pas forcément les mêmes seuils, effectivement, d'une zone géographique à l'autre. Mais hyperthermie, vraiment est un risque. Ouais. Par contre, je n'ai pas de données sur ce qui décède plus en PACA que dans le Nord. Euh, mais grosso modo, plus c'est chaud, moins c'est bien pour les petits. Donc, alors, on va attaquer sur les déformations crâniennes positionnelles, qu'on peut appeler aussi DCP ou plagiocéphalie. J'utiliserai malgré moi un des termes pendant la présentation, donc n'hésitez pas si vous êtes perdu. Alors, au niveau de la définition de l'HAS, les déformations crâniennes positionnelles sont des déformations acquises du crâne sans synostose. Synostose, ça veut dire c'est la suture prématurée des os du crâne. Donc, on retrouve la plagiocéphalie occipitale qui est la plus fréquente, avec seulement une déformation de l'occiput d'un seul côté de la tête du bébé, qui peut évoluer assez rapidement en plagiocéphalie fronto-occipitale, donc c'est l'image de gauche. Alors, elle est là. On retrouve également les plagiocéphalies postérieures qu'on appelle aussi brachycéphalie. Je me fais prendre dans les yeux. Et pour parler un peu de mathématiques et de géométrie, il faut vraiment faire attention, j'en parle dès maintenant, que vous ayez bien une forme du crâne en parallélogramme et non en trapèze, puisque là, on risque d'avoir affaire à une craniosténose ou craniosynostose, donc qui correspond à une suture prématurée des os du crâne. Et il s'agit d'une urgence neurochirurgicale. Dans ces cas-là, au moindre doute,
contacte un neurochirurgien pédiatrique. J'en reparlerai plus tard, mais c'est important maintenant qu'on définit la plagiocéphalie de savoir que ça peut exister, c'est relativement rare, mais c'est pas inexistant. Donc, ce sont des déformations acquises du crâne qui sont secondaires à des facteurs biomécaniques externes de compression ou de traction. C'est-à-dire, vous avez un bébé qui naît avec un crâne et des os du crâne qui sont mous, donc le crâne est malléable. S'il passe beaucoup de temps appuyé sur un côté, le crâne va se former en fonction de ces contraintes-là. Avec les parents, on aime bien comparer ça à un abricot trop mûr. C'est pour ça que j'ai mis un abricot sur la diapo. Si vous le laissez dans la corbeille à fruits pendant quelques jours, sans le bouger, il va s'aplatir d'un côté. Et ben, le crâne du bébé, c'est pareil. Le problème dans l'histoire, c'est que c'est quelque chose qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que le bébé, là, il est calé du coup sur son côté droit. Plus il va passer de temps sur son côté droit, plus ça va s'aplatir, plus ça va s'aplatir, plus il va retomber et être coincé sur son côté droit. On voit bien que le bébé de gauche, il va arriver facilement à tourner la tête à gauche et à droite pour regarder ce qui se passe. Celui-là, il va falloir d'abord qu'il se sorte de son plat pour aller regarder à gauche. C'est quand même compliqué quand on est nourrisson. Donc ça y est, une petite réponse au quiz. Et d'ailleurs, je crois que cette diapo va en comporter pas mal. La plagiocéphalie concerne 20% des bébés de 4 mois. C'est quand même relativement fréquent. Ça fait un bébé sur 5. On repère 3 catégories de facteurs de risque. La première, ce sont les facteurs de risque périnataux, donc tout ce qui est lié directement à la grossesse ou à l'accouchement. Donc parmi ceux-là, on a repéré l'alitement prolongé et précoce, le fait que ce soit un premier enfant, une grossesse multiple, un sexe masculin de bébé, on ne sait pas pourquoi. Et en tout cas, personnellement, c'est vérifié dans mon cabinet, on a beaucoup plus de petits garçons que de petites filles. Un accouchement très long ou très rapide, et particulièrement l'utilisation d'instruments au moment de l'accouchement. La deuxième catégorie de facteurs de risque, c'est ceux qui sont liés à la mobilité spontanée du nourrisson, c'est-à-dire je pose le nourrisson sur un tapis, j'interagis pas forcément avec lui, quelle est sa motricité, comment il se débrouille. On sait bien les uns et les autres pour travailler en contact avec des enfants que deux nourrissons de 2 mois n'ont pas la même façon de bouger, n'en sont pas au même point au niveau de leur tonus, etc. Les bébés qui ont des hypotonies, qui sont prématurés ou qui ont déjà un torticolis ou quelque chose comme ça vont avoir plus de mal à bouger spontanément et donc c'est un facteur de risque pour développer une plagiocéphalie. Et ensuite, la dernière catégorie de facteurs de risque, c'est tout ce qui est lié aux contraintes environnementales, c'est-à-dire en dehors de ce qui s'est passé pendant la grossesse et l'accouchement, en dehors des caractéristiques du nourrisson qui lui sont propres. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie quotidienne pour que ces mouvements soient limités? Eh ben, on a du coup le déficit d'interaction globale, hein, c'est pas forcément avec les parents, les contentions physiques, on en revient au matériel de puériculture, le COSI, le transat, le domo, le réducteur, etc. Ce ne sont pas des... L'utilisation de tout ça n'est pas interdite, mais le problème, c'est le temps que les bébés y passent dedans. D'une manière générale pour la plagiocéphalie, pour la mort émettant du nourrisson, et aussi pour le développement moteur, tout simplement. Parce que les bébés dans les transats, ils ont l'air super bien, du coup on les laisse, ils jouent, ils s'endorment dedans, ils mangent dedans. C'est pareil pour les cosy, ils s'endorment dans le cosy, plutôt que de sortir bébé, on sort le cosy, on va chercher le pain, on remet le cosy dans la voiture, etc. Et en fait, on se rend compte qu'en cumulé, ils passent énormément de temps dans ces contentions-là.
J'ai entouré ces facteurs de risque en rouge parce que c'est là que nous, on va pouvoir agir. Évidemment, si c'est un petit garçon, on va rien pouvoir y faire. Si l'accouchement a été instrumental, ben, j'imagine que les obstétriciens ont fait de leur mieux. Nous, au niveau de la prévention, on doit vraiment travailler sur ce qui est entouré. Pour tout ce qui est déséquilibre d'organisation motrice, c'est tout simplement de proposer quelque chose pour solutionner le problème, de la rééducation en particulier. Et pour tous les facteurs de risque environnementaux, ça va être plutôt la partie de la prévention qui est vraiment très très importante à faire auprès des familles. Alors, quel est le pronostic pour les petits qui sont atteints de plagiocéphalie? Tout d'abord, il faut savoir que c'est une pathologie qui n'est pas grave, heureusement parce qu'elle est fréquente. Il n'y a aucune conséquence sur le développement cérébral, encore une fois, dans les cas de plagiocéphalie et non de craniosténose. Justement parce que le crâne du bébé est malléable, il se déforme et grâce à la déformation, le cerveau peut grandir normalement. C'est pas parce que c'est une pathologie qui n'est pas grave qu'il ne faut pas la traiter. D'une part parce que le traitement est simple, peu coûteux et efficace. Là, j'ai ressorti des études qui disent qu'après un traitement approprié, les taux de réussite pour les formes modérées sont de 92%. Et une autre où, après 2 mois de mesures de stimulation et de positionnement, la plagiocéphalie a amélioré de 77%. Et ça, c'est seulement des mesures qui ont été mises en place à domicile par les parents. Donc, d'une part, parce que le traitement est simple, peu coûteux et efficace, et d'autre part, parce que c'est pas grave, il ne faut pas le traiter. Nous, en tout cas, dans notre métier en rééducation, on traite plein de choses qui ne sont pas graves. Par exemple, une tendinopathie d'épaule ne va pas causer de problèmes neurologiques non plus tard. Et ça n'empêche pas qu'on les traite. Et ça, c'est d'une manière générale pour la pédiatrie. Les enfants, on les laisse un petit peu se débrouiller en disant bon, ça va passer, c'est pas grave. Et puis voilà. Nous, on trouve ça un peu dommage. Donc, pas de conséquences neurologiques. Il y a quand même une conséquence esthétique pour les plagiocéphalies qui évoluent et qui ne sont pas traitées. Cette conséquence esthétique, elle est à libre appréciation de chacun. Nous, on n'a pas à la juger. On a des parents qui nous disent c'est pas grave, on lui laissera pousser les cheveux. D'autres qui nous disent oh là 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 là, mais comment ça va, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, donc elle est à évaluer en fonction de chaque famille, et puis de toute façon, elle ne sera jamais gravissime. Il y a quand même un impact fonctionnel, par exemple, pour choisir des casques de vélo ou de trottinette pour les enfants. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais une forme de crâne en parallélogramme plutôt que ronde, eh ben, ça peut poser problème sur certaines choses comme ça, les lunettes de piscine, avec un œil qui prend l'eau et pas l'autre, ce genre de choses. On rapporte que 2% des adolescents ont gardé des séquelles de plagiocéphalie, dont 38% avec une asymétrie de la face. Ce cas de figure, il pose problème surtout au niveau de l'évolution de la dentition, avec un désordre au niveau des articulations temporomandibulaires. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées et qui demandent du coup après des traitements à type de fonctionnel, à type de gouttière ou de choses comme ça. Enfin, il y a des effets qui sont étudiés mais pas encore prouvés, en lien avec peut-être plus tard une scoliose, en lien avec des troubles du neurodéveloppement, avec des troubles oculomoteurs. En fait, on arrive à lier les deux sans savoir qui est l'œuf, qui est la poule. Est-ce que il y a plus de plagiocéphalie dans les cas de troubles de neurodéveloppement ou est-ce qu'il y a plus de troubles de neurodéveloppement dans les cas de plagiocéphalie? Voilà, c'est toujours le souci. On a du mal à savoir qui est la cause, qui est la conséquence. Mais de toute façon, c'est des choses voilà, qui sont mises en avant mais qui n'ont pas été prouvées. Alors, le plus important dans la plagiocéphalie, c'est de dépister pour mettre en place le plus rapidement possible des mesures de positionnement. Plus on dépiste tôt, mieux ça se traite, moins ce sera lourd pour les parents et moins le suivi sera long. Et voilà, tout évolue en général correctement une fois qu'elle est dépistée et que les mesures sont mises en œuvre. Quand est-ce qu'on fait le dépistage? Dès la naissance,
Rappelez-vous qu'on avait parlé des facteurs de risque liés à la grossesse et à l'accouchement. Si on a une maman qui a passé beaucoup de temps alitée pendant sa grossesse et qui a eu un accouchement par voie basse avec de l'utilisation d'instruments, c'est pas mal déjà de se dire, bon, attention, ça va être un bébé à risque, pensez bien à mettre en œuvre les recommandations de positionnement et d'installation sur les temps d'éveil. Ensuite, c'est bien de vérifier tout ça lors des consultations de routine pendant les 6 premiers mois. Donc, je crois que c'est 15 jours, voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, après 6 mois, si on veut, simplement après 6 mois, c'est beaucoup moins efficace, tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Comment? On va le détailler juste après, mais il suffit de faire une observation de l'attitude spontanée de l'enfant, un examen du crâne. Par examen, j'entends juste on regarde la tête, on la palpe pas forcément pour ceux qui ne sont pas professionnels de santé, et on peut tester un petit peu la mobilité de la tête et du cou de l'enfant. Ce dépistage, il peut être fait par tout le monde à partir du moment, enfin, de toute façon, il devra être évalué une deuxième fois par un médecin pour vraiment écarter toujours le risque de crâniosténose. Mais quelqu'un de l'entourage de bébé, un professionnel de la petite enfance, etc., peut déjà commencer à avoir un œil là-dessus. Alors, premier item, l'observation de l'attitude spontanée. On commence toujours par observer ça parce que c'est le plus simple. C'est assez, en général assez flagrant et surtout c'est ce dont les parents nous parlent le plus. Ah bah tiens, mon bébé, il a toujours la tête tournée d'un côté, il est toujours installé comme ci, comme ça. Si les parents n'ont pas fait attention, c'est des choses qui arrivent et c'est pas grave du tout. Demandez à voir quelques photos. Ils en ont en général 158 des 3 premiers jours et c'est assez parlant. Là, c'est un petit qui m'avait été adressé de manière précoce. Alors, j'ai pas son âge, mais on voit sur les photos qu'il n'est pas très grand. Il est arrivé dans sa nacelle, dans sa poussette, comme ça. Je l'ai posé sur ma table, il s'est mis comme ça. Je l'ai mis à plat ventre, il s'est mis comme ça. Donc, quand même une grosse préférence pour la rotation gauche de manière spontanée. Là, on lui a rien demandé, on lui a pas mis de lumière, de hochet, rien du tout. C'est dommage, j'ai fait un trait parce que finalement on voit moins bien et c'est un enfant qui avait effectivement une plagiocéphalie occipitale gauche. Donc la première photo que je vous ai montrée au tout début, ce qui évolue après rapidement en plagiocéphalie fronto-occipitale avec une bosse, enfin le fameux parallélogramme avec le deuxième trait ici. Donc voilà pour l'observation de l'attitude spontanée, c'est quelque chose qui est assez simple. C'est pas parce que un jour le bébé est beaucoup du même côté que ça y est, il va faire une plagiocéphalie, hein. Mais c'est quand même important à regarder et surtout pour ceux qui voient les enfants souvent en consultation, même si vous voyez pour autre chose, vous pouvez noter rapidement dans votre compte rendu de consultation, ce jour était beaucoup tourné de ce côté-là, à vérifier. Voilà, puis qu'un jour plus tard ou un mois plus tard, quand il revient, là, il faut quand même contrôler que ce soit plus le cas. Parce que des enfants qui sont malades, inconfortables, douloureux, ils peuvent se caler dans des positions un peu comme ça. Et puis si vous le remarquez, bah, vous posez la question aux parents. Est-ce que vous avez vu que votre bébé était toujours tourné la tête du même côté? Ensuite, on va regarder du coup le crâne vu du dessus. Donc on voit, ce qu'on va rechercher, c'est l'aplatissement occipital. Donc selon les formes, il est nul ici, et puis modéré, et puis de plus en plus important. On va retrouver toujours notre parallélogramme avec donc un aplatissement derrière, au tout départ. Ensuite, on va avoir une bosse du même côté au niveau du front. Et puis, dans les cas les plus avancés, un déplacement antérieur de l'oreille du même côté. Alors, le schéma est bien, mais j'ai trouvé que la photo était quand même plus parlante. Là, on voit bien l'aplatissement du crâne, l'avancée de l'oreille par rapport à l'autre, et un petit peu moins, mais il y a la bosse au niveau du front. Je précise juste que ça nous arrive quelquefois de faire des mesures. Moi, je ne le fais pas systématiquement. Alors, je suis désolée parce que du coup, en visio, vous n'allez pas voir avec mon pointeur.
On mesure la petite diagonale comme ça, la grande diagonale dans l'autre sens, et on fait un rapport entre les deux diagonales pour évaluer la gravité. Je le fais pas forcément parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment, les chiffres. Je préfère plutôt avoir le côté esthétique et fonctionnel, comment le bébé va, est-ce qu'il arrive à tourner sa tête, oui ou non. Après, on ne parlera pas forcément des casques ce soir, mais pour faire des indications de port de casque, on se base sur ces critères-là. Donc après avoir regardé comment le bébé était installé de manière spontanée, la forme de son crâne vue du dessus, on va regarder vue de face. Un bébé qui a une plagiocéphalie, il peut présenter une asymétrie du cou et du visage. Ce petit bonhomme-là, malheureusement, j'ai dû lui mettre des lunettes, mais il avait une asymétrie du visage aussi. Quand on le regarde couché comme ça, bon, ça va pas l'air de nous poser problème. Si on fait bien attention, on voit bien que l'angle entre l'oreille et l'épaule gauche est nettement inférieur par rapport au côté droit. Donc, en fait, c'est un petit qui avait une inclinaison préférentielle à gauche. Donc la rotation, c'est une chose, mais l'inclinaison, c'est vraiment un facteur associé qui est lié à l'anatomie musculaire et qui, pour nous, va nous poser un peu plus de problème en rééducation. Juste parce que ça persiste plus longtemps, parce que c'est beaucoup plus difficile de stimuler une inclinaison chez un bébé qu'une rotation. On peut lui faire tourner la tête avec un jouet, lui faire incliner la tête avec un jouet, c'est plus compliqué. Dernière partie, l'examen de la mobilité cervicale. Alors là, j'ai l'autorisation de diffuser les vidéos et on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ça bouge. Petite dédicace à Maggie parce qu'on a essayé de vous fournir ces petites cibles contrastées et nous n'avons jamais réussi. Donc dans vos pochettes du participant, vous avez un damier à la place. Ça fonctionne pareil, c'est juste un peu moins pratique à tenir. Alors du coup, je recommence parce que j'ai pas du tout commenté la vidéo. Donc on utilise la cible parce que les bébés ils voient bien ça à 30 cm. On essaye de pas aller trop vite. Là je vais presque un petit peu trop vite. Vous voyez que moi je veux qu'il pose son oreille gauche sur le tapis. Il l'a bien fait du coup à gauche. Je veux l'emmener à droite. Les yeux viennent, les yeux viennent, les yeux viennent, les yeux viennent et je lâche. Si vous avez perdu votre damier, vous avez le droit d'utiliser un jouet. Et quelquefois, les bébés n'accrochent pas trop avec la cible, hein, ça dépend de leur âge aussi. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il me suit un petit peu mieux à droite avec le jouet. Et d'ailleurs, j'ai éteint le son, mais sur la vidéo, je lui dis ah, c'est bien, il arrive à tourner à droite. C'est un bébé qui avait déjà fait plusieurs séances. Voilà, donc rien de très compliqué. On regarde comment est installé le bébé de manière spontanée. On regarde sa tête vue du dessus, vue de face. Et on regarde un peu s'il veut bien nous suivre à droite et à gauche avec une cible ou avec un jouet. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a fait notre examen, dans quel cas, quand et comment on va proposer un traitement? Quand, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le plus tôt possible. C'est vraiment un facteur de bon pronostic d'une intervention précoce. Tant pis si c'est une toute petite plagiocéphalie, une toute petite attitude préférentielle. Si on voit les bébés tôt, on dit rapidement aux parents ce qu'il faut qu'ils mettent en place à la maison et au bout d'un mois, c'est réglé et on n'en parle plus. Si c'est plus tard, on peut agir quand même, juste on sera moins rapide, moins efficace, etc. Par qui? Alors là, je prêche un peu pour ma paroisse. Des kinésithérapeutes qui sont formés en pédiatrie. On parle de rééducation de tout petits bébés. On parle de rachis cervical et de tête. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Entre autres, on fait très peu de travail passif. On utilise beaucoup les guidages dans les niveaux d'évolution motrice, les retournements, etc. C'est vraiment des choses qui doivent pas s'improviser. Euh, on fait quand même peu d'étirements, à part vraiment dans les cas de torticolis musculaire. Donc attention à ça, et j'encourage du coup les kinés qui sont parmi nous à se former si c'est pas encore le cas pour pouvoir prendre en charge ces bébés. C'est pas des grosses formations en général, c'est 2 jours et puis c'est une rééducation qui est assez simple et ludique. Et il faut quand même voilà, savoir ce qu'on fait et savoir comment manipuler un bébé. Dans la pochette des participants, j'ai aussi mis la liste des kinés formés pour cette rééducation-là dans le Jura. Je suis pas sûre qu'elle soit complète, mais on est au moins une petite dizaine et c'est plutôt pas mal réparti sur le territoire, donc je pense que vous pourrez orienter les parents facilement. Et du coup, vous avez aussi un arbre décisionnel pour vous aider à vous y retrouver. Donc, une fois que j'ai fait mon examen, que j'ai repéré des choses, qu'est-ce que j'en fais? Alors, on va commencer à aller par la droite, c'est pas logique, mais tant pis. Vous avez un bébé qui a une attitude asymétrique intermittente, c'est-à-dire il vient en consultation, ou il vient faire sa journée d'essai à la crèche. Vous trouvez qu'il est quand même beaucoup du même côté, mais c'est pas fixé ni constant. Si vous le sollicitez avec un jouet, en l'appelant avec un miroir, il vous suit facilement. Voilà, il a une petite préférence d'un côté, mais il est capable de sortir de la situation tout seul. Et réductible en passif, c'est-à-dire que si par exemple, un bébé qui dort, vous prenez la tête et vous tournez la tête, il ne, mais ça, c'est des choses qu'on fait plutôt, qui sont plutôt faites par les professionnels de santé. Dans ces cas-là, on propose une éducation parentale, une simple surveillance. Et on va l'adresser en rééducation s'il n'y a pas d'évolution favorable à la prochaine consultation. Dans tous les cas, on parle de bébés sur qui on a déjà vu une déformation du crâne, hein. Ensuite, on a le cas donc du petit que vous avez vu en vidéo, qui a une attitude asymétrique intermittente aussi, c'est-à-dire qu'il est capable quand même d'être tourné, de regarder devant lui. On a quand même du mal à l'emmener en rotation droite. Ces bébés-là, il faudrait quand même idéalement les envoyer en rééducation pour comment on puisse faire un bilan, mettre en place des choses et voir comment ça évolue. Ce ne sera pas forcément une rééducation lourde avec plusieurs séances par semaine, mais c'est bien de les avoir un petit peu sous la main. Et surtout, si vous voyez la prochaine consultation, si vous ne les savez pas adresser, ou alors je parle au médecin, ou s'ils n'ont pas trouvé de kiné, hein, c'est des choses qui arrivent aussi, et que ça s'est aggravé à la prochaine consultation, vous remettez un peu le paquet sur le sujet. Donc là, on parlera plutôt d'un torticolis postural. Et ensuite, on a le torticolis musculaire vrai, qui est quand même plutôt rare, mais il peut passer inaperçu. Et là, c'est vraiment dommage. Avec des enfants qui sont tout le temps positionnés du même côté, ou en tout cas de manière asymétrique, un peu comme le petit qui était en photo au début. Une limitation avérée en rotation ou en inclinaison. Vous avez beau lui tendre les jouets, la cible, il veut pas y aller, ou alors ça lui coûte énormément. Et des choses qu'on évalue plutôt nous de notre côté. Quand on essaye de mobiliser la tête de l'enfant, ben, en fait, on n'y arrive pas, il résiste, il ne se laisse pas faire. On ne peut pas, même nous, en manipulant doucement, amener l'oreille sur une épaule ou tourner la tête d'un côté de l'autre. Dans tous les cas, quel que soit l'item, il faudra appliquer des mesures de positionnement de manière précoce et systématique. J'ai pas posé la question dans le quiz, mais on aurait pu. Je vous ai pas fait de diapo pour ça et j'espère que ça va fonctionner parce que moi aussi j'ai utilisé la chaîne Tamalou qui est très bien faite. Du coup, pour parler de toutes les recommandations de positionnement qui sont vraies pour tous les bébés, d'autant plus qu'ils ont un facteur de risque périnatal et d'autant plus ensuite qu'une plagiocéphalie est apparue. Et par contre, pour ceux qui sont en visio, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais dire comme ma collègue, vous pouvez aller sur YouTube et marquer Tamalou. Du coup, ça doit être plagiocéphalie.
Euh, et vous verrez si ça fonctionne. Alors, est-ce que moi, ça fonctionne? Alors, c'est là qu'on appelle Nico à l'aide. Ou ça marchera pas? Pour cette formation pro en ligne, soit vous êtes là parce que vous avez l'intention de venir en formation pro au centre. Il faut refaire dupliquer. Soit vous êtes là parce que vous voulez tout simplement pour savoir plus ou un peu avoir yes. tout ce qu'il pourrait y avoir en théorie, d'accord, pour aussi commencer à mettre un premier pied dans le. Maman, papa, D'accord. bobo. Ça va nous faire. Alors, c'est pas que je vais pas vous faire le topo sur les recommandations, mais franchement, ils le font mieux que moi, et puis ça nous reposera un petit peu. Camalo. Allez, bobo, là. Aujourd'hui, on va parler de la Maggie, c'est pour toi. plagiocéphalie, la plagiocéphalie. Oui, voilà, le mot est impressionnant et pas super facile à prononcer. Mais en fait, quand on est parent, on en a souvent déjà entendu parler sous le nom de bébé à tête plate. C'est quoi? Il s'agit d'une déformation du crâne de ton enfant, soit Encore une fois, désolé pour ceux qui sont en visio, on n'a pas la solution technique pour vous partager la vidéo en live, donc je vous invite à aller voir sur YouTube. Tamalou, comment prévenir la plagiocéphalie? soit parce qu'il est aplati, soit parce qu'il est déformé de façon asymétrique. Cette déformation apparaît généralement pendant les premiers mois de vie du nourrisson. C'est une anomalie esthétique sans conséquence sur son développement cérébral, ouf, mais qui pourrait avoir des répercussions sur le développement moteur de ton bébé. C'est sûr que c'est flippant de présenter comme ça, mais tu vas voir. En fait, cela peut être évité facilement. Ne t'inquiète pas trop et regarde la suite. Comment? Ces déformations arrivent souvent parce que ton bébé n'est pas assez libre de ses mouvements. En fait, en bougeant moins sa tête, celle-ci reste appuyée au même endroit plus longtemps. Et le crâne de ton enfant, qui est encore malléable, ne garde pas sa jolie forme ronde. Les conseils, il y en a surtout un, et il est super important. Bouger en liberté. C'est beau, hein? T'imagines tout de suite ton bébé gambadant dans des champs de fleurs, non? Eh bien, c'est même plus simple que ça. Ton enfant est curieux, même tout petit. Et oui, il ne fait pas que manger ou dormir. Ce qui n'est pas toujours flagrant, je te l'accorde. C'est cette curiosité qui va le pousser à tourner la tête, pousser sur les bras, se retourner, bref, bouger. Toujours en mouvement lorsqu'il est éveillé, ton bébé a besoin d'un environnement où il peut tester diverses positions et en changer fréquemment. Alors pour faciliter ses mouvements, et cela dès sa naissance, tu peux porter ton bébé dans les bras quand tu peux. Il adore ça pour voir le monde et alterne les positions. Enfin, sauf la tête en bas, hein. Si ton bébé est nourri au biberon, pense à alterner les côtés d'un repas à l'autre. Pour le porter en écharpe ou en portage physiologique, je te conseille de faire une formation avec des professionnels. C'est quelque chose qui est répandu et facile à trouver aujourd'hui. Cela te permettra de comprendre enfin quelque chose à cet énorme paquet de tissus dans lequel, à part s'emmêler pour l'instant, bon, mais surtout de choisir les types de portage adaptés à son âge, d'apprendre des nœuds ajustés à ta morphologie et à celle de ton bébé, mais aussi de varier les positions que tu peux lui proposer. Le nez et la bouche doivent toujours être dégagés et la tête pas trop fléchie vers l'avant. Ce qui est bien plus pratique, en plus pour le bisou. Pour dormir, installe ton bébé dans son lit, sur un matelas ferme, à plat et sur le dos, dans une turbulette adaptée à sa taille et à la figure. On se passera de tous les tours de lit, doudou, coussin, réducteur de lit. Un lit vide est parfait pour qu'il puisse bouger et ça diminue les dangers de mort inattendue du nourrisson. Quand ton bébé est réveillé, il préfère un tapis d'éveil ferme et sans arche de jeu à tous les objets de périculture entravant ses mouvements. Et oui, les dispositifs d'installation ont tendance à limiter l'accès de ton bébé à son environnement et à le caler physiquement. Donc, on évite l'usage des cocons, cosiers, coques, coussins, coussins d'allaitement, transat, balancelles et même les fameux cale-bébés ou coussins anti-tête plate. Oui, oui, parce que ceux-là, en plus d'être inefficaces, ils sont même dangereux pendant le sommeil. Tu vois, en plus de prévenir la plagiocéphalie, je te propose d'économiser plein d'argent. C'est super cette vidéo, non? Pendant les périodes d'éveil de ton bébé, c'est l'occasion de le mettre sur le côté et sur le ventre quand tu t'occupes de lui. Car rien que quelques minutes par jour sur le ventre diminue déjà le risque de plagiocéphalie. On le positionne sur ses avant-bras pour son confort et favoriser son développement. Bien sûr, tu ne vas pas t'occuper tout le temps de ton bébé quand il est réveillé. Il aime aussi découvrir par lui-même son environnement.
Si ton bébé n'est pas à portée de ton regard, tu peux le laisser sur le dos, sur son tapis ou sur son lit en sécurité. Ne mets ton bébé dans une tente que pour le transport. Et il faut que tu l'en sortes quand tu arrives. Oui, même s'il dort. Et ça, c'est vraiment pas facile, parce qu'on va pas se mentir. On aime tous profiter de ces quelques minutes de répit. Les petits trucs, on observe. Si ton enfant a tendance à tourner la tête plus d'un côté que de l'autre, essaye d'attirer son attention du côté opposé. Tu peux le faire pendant l'échange pour les penser régulièrement. Et puis, si cette tendance est vraiment marquée ou qu'une déformation apparaît, alors parle-en à ton médecin. Plus tôt une déformation est prise en charge, plus il est facile de travailler dessus grâce à quelques séances de kiné par exemple et des conseils simples aux parents. En résumé, finalement, c'est plutôt simple. Le but, c'est 1. La liberté de mouvement, qu'il soit éveillé ou endormi, mets toujours ton bébé dans des conditions qui lui permettent de bouger librement, mais toujours le nez dégagé. 2. La simplicité, passe-toi de tout le matériel superflu, voire dangereux. Porte souvent ton bébé dans les premières semaines et installe-le sur une surface ferme le reste du temps. 3. L'observation. Observe les progrès des mouvements de ton enfant et la forme de son crâne, ainsi tu pourras intervenir rapidement si besoin. Enfin, bien sûr, toutes ces recommandations sont en accord avec la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Voilà, on a fait le tour. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à en parler à un professionnel de santé. Des bisous et à bientôt! Ah, voilà, par contre. Léonore, j'avais envie de retourner sur le chat. J'aime bien cette vidéo parce qu'elle fait, bon, en plus d'être rigolote, elle fait bien le lien entre nos deux parties. Et j'en profite pour revenir sur un point que j'ai vu dans le Book Lab sur le couchage sur le dos comme étant un facteur de risque pour la plagiocéphalie. Ce n'est pas le cas. On a pensé que parce que les plagiocéphalies ont explosé au même moment que la mort inattendue du nourrisson a diminué au moment des recommandations sur le dos. Et en fait, il y a un autre facteur qui est apparu en même temps, c'est l'explosion de matériel de puériculture. Et donc, c'est plutôt cette corrélation-là qu'il faut mettre en évidence. Le bébé, il doit dormir sur le dos. De toute façon, en tant que professionnel de santé ou de la petite enfance, on n'a pas le droit de parler, de recommander autre chose. C'est pas grave, un bébé, ça dort beaucoup, mais ça ne dort pas tout le temps. S'il dort sur le dos, vous pouvez le mettre sur le ventre dès la naissance, quand, quand il est éveillé. Sur le ventre, sur le côté, dans vos bras, dans un sens, dans l'autre, toujours pas la tête en bas. Voilà, donc j'espère que ce point est clair pour vous. Vraiment, le fait de coucher les bébés sur le dos n'aggrave pas les plagiocéphalies et s'il les aggravait, ce ne serait pas grave puisque ce qui est important, c'est que le bébé soit installé correctement pour dormir. On n'utilise pas de coussin anti-tête plate, comme dit dans la vidéo, c'est inefficace, puisque en fait, nous, ce qu'on veut pour rééduquer une plagiocéphalie, c'est que le bébé vienne rouler sur sa tête le plus souvent possible, pour faire un peu comme de la pâte à modeler, pour que la tête s'arrondisse à nouveau. Vous mettez un coussin anti-tête plate, d'accord, la compression est diminuée sur la surface, mais il ne roule pas sur sa tête pendant ce temps-là. Et puis de toute façon, on a vu que c'était pas recommandé pour le couchage du bébé. Donc j'espère que c'est clair par rapport à ça, mais n'hésitez pas à poser des questions. Et en attendant, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et vous voyez que ces parents-là avaient tout compris, puisque le bébé dort dans un transat avec le coussin. Merci. Merci beaucoup. J'avais juste une question pratico-pratique en termes de délai. Justement, si on doit venir contacter un kiné parce qu'on repère une plagiocéphalie qui mérite plus que de simples conseils aux parents, vous ne sauriez pas me dire exactement s'ils peuvent prendre plus ou moins rapidement, il y a quand même une priorisation Vous parlez des délais d'obtention de rendez-vous pour le kiné.
Moi, personnellement, je prends de toute façon les enfants en priorité, d'autant plus qu'ils ont une plagiocéphalie, parce que je sais que plus tôt je commencerai, mieux ça va se passer pour lui, pour moi, pour tout le monde. D'autant plus que les parents sont plus disponibles quand même avant la reprise du travail et qu'on est plus efficace au départ. J'espère que mes confrères feront la même chose, mais j'ai pas d'informations à vous communiquer là-dessus. Peut-être qu'on peut profiter de ce soir pour remettre le paquet en leur demandant de faire un effort pour ces bébés-là. Mais voilà, moi en général, bon, en fonction de la disponibilité des parents, bien sûr, mais je propose un rendez-vous dans les 15 jours. Et si les médecins jouent le jeu en prescrivant de manière précoce, nous, il faut qu'on joue le jeu en prenant en charge les enfants de manière précoce aussi. Bonsoir. Est-ce que l'ostéopathie a un intérêt? Très bonne question, merci de la poser. Je l'ai pas mis dans mon diapo et c'est un oubli de ma part parce que je voulais en parler. On essaye ce soir de parler des dernières recommandations HS, donc sur la mort inattendue du nourrisson et sur la plagiocéphalie. L'ostéopathie n'est pas recommandée. Moi, je travaille un petit peu avec les ostéopathes. Je demande aux parents s'ils ont déjà vu un ostéopathe. En général, c'est le cas, donc de toute façon, c'est déjà fait. Mais voilà, dans les études, en tout cas, elle n'a pas été recommandée. Elle ne fait pas partie de la rééducation. Personnellement, je pense qu'un tour chez un bon ostéopathe qui a l'habitude de traiter les bébés, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que ce soit que de l'ostéopathie, ni forcément que ce soit en première intention. Je ne sais pas si ça vous convient comme réponse. Précision. Petite précision, si je ne me trompe pas, normalement, les ostéopathes n'ont pas le droit de manipuler les rachis nourrissons sans accord médical. Et des fois, on entend les parents qui disent ouais, ils m'ont manipulé et tout, avec son torticolis, normalement, ouais, je sais même pas s'ils ont le droit de manipuler les nourrissons avant 6 mois, mais ça va vérifier. Mais juste faire attention à ça, ouais, ne pas envoyer les bébés chez les ostéos en première intention. Nous, en tout cas, en médecine, on n'aime pas toujours trop. Plutôt les kinés d'abord. Si le kiné dit pourquoi pas faire ce travail-là, oui. Il n'y a pas de recours sur l'ostéopathie. Hein. Et mes seuls arguments en faveur de l'ostéopathie, c'est que des bébés qui sont dans un état de tension globale, qui ont tendance à être beaucoup en hyperextension, avoir d'autres problèmes hein, d'ordre colique, etc., euh, vont être plus à risque de développer des plagiocéphalies ou en tout cas sont plus inconfortables et voilà, des bébés qui sont globalement moins cool, enfin, ou plus douloureux vont être plus gênés pour mettre en place leur développement moteur et leur motricité. Non, mais Arnaud, il regarde le chat. Conclusion. Pour conclure, merci de votre présence. La prévention sur ces deux sujets est vraiment primordiale. Donc, de quel horizon vous souhaitez, je ne sais pas, on a regardé, il y a même, je crois, des directeurs d'école, des professionnels de santé ou pas, de la petite enfance, enfin, juste de parler de ces deux sujets-là autour de vous est vraiment hyper important. Parce qu'on vous sensibilise ce soir, mais vous pouvez facilement sensibiliser de différentes façons, juste en discutant ou en partageant les vidéos. Voilà, c'est 5 minutes de vidéo, mais qui sont quand même plutôt sympas à regarder. Euh, donc, voilà, merci. Ah oui. Ah oui, effectivement, il faut s'il y a des questions qui restent en suspens du quiz du départ, allez-y. On voulait juste savoir jusqu'à quel âge il y a la mort du nourrisson. Alors, vous trouverez dans les définitions internationales, de façon générale, on parle des enfants à de moins de 1 an. Quand on parle de mort subite du nourrisson, on parle des enfants, des nourrissons de moins de 1 an. En France, ça va jusqu'à 2 ans.
Parce que cette prise en charge, alors il n'y a pas de recommandation sur le couchage en France, mais par contre, il y a des recommandations sur la prise en charge des nourrissons qui décèdent de cette façon, et elle va jusqu'à l'âge de 2 ans. Grosso modo, pour une question de chiffres, si vous voulez, le pic de décès se trouve autour des 4 mois. 75% des nourrissons qui décèdent ont moins de 8 mois. On a, je sais pas, enfin, vraiment une petite portion qui a plus de 1 an, mais quand même. On va jusqu'aux 2 ans pour les recours. Qu'est-ce qu'on avait comme question? Non, il y avait des choses pas claires ou des observations ou même des choses avec lesquelles vous n'étiez pas en accord dans votre pratique, je ne sais pas. Et ça fait beaucoup de prévention en fait. Nous, enfin, je suis directrice de crèche. Et il y a plein de pratiques au quotidien. Et on n'a pas forcément des tout petits au final, mais tout ce qui est cosy, temps passé dans le cosy, les parents qui nous amènent dans le cosy, ça c'est quelque chose de bon, voilà, ça fait beaucoup de choses. Oui, et puis bon, en crèche, vous avez vraiment un travail déjà primordial. Vous gardez les enfants la journée. Donc, si vous appliquez ces recos là-bas, c'est top. Après, on sait qu'il y a la reco de la plagio, la reco de la l'ordinateur de raison, la reco de ceci, cela, ceci, cela. Il y a des milliards de recos de prévention. Comme vous pouvez. Mais c'est déjà top. Vous avez déjà des notions. Et moi aussi, j'ai des parents qui viennent avec le COSI dans la salle d'attente, alors que je leur ai fait la remarque. Donc, il ne s'agit pas de faire la chasse aux parents du tout. Euh, c'est plutôt que, oui, voilà, oui, ouvrir la discussion. Et puis, peut-être sur des bébés qui sont plus à risque, bah là, on va un peu plus embêter les parents. Après, c'est toujours délicat d'aborder ces sujets-là. Et en plus, on sait que les parents, ils veulent toujours faire au mieux. S'ils achètent plein de choses, c'est parce qu'ils veulent que leur enfant soit bien. Ils veulent pas mal faire. Donc, c'est difficile de remettre en cause ces compétences parentales-là et cette envie de bien faire au quotidien.